L'échiquier international, soyez les bienvenus. La famine à Gaza est la famine du monde, une famine prévisible et inévitable. Qui parle? Le coordinateur des urgences de l'ONU, Tom Fletcher, sur une échelle de 5 de la famine, 5 étant la dernière catégorie. Gaza avait déjà atteint ce seuil en mai dernier. L'annonce du jour de l'ONU qui reconnaît l'état de famine veut dire en droit international que désormais tout doit être entrepris en termes d'action légale par l'ONU et ses membres pour stopper cette catastrophe humanitaire, ce à quoi se sont engagés en principe l'ensemble des pays membres de l'institution. Entre gagner l'humanité et perdre certains lobbies sionistes et leurs affidés, l'Occident et certains pays du Moyen-Orient, il faut le dire, ont choisi, c'est-à-dire tout bonnement, s'associer au crime, à la colonisation, à l'essentialisme et au projet colonial. L'Europe est partie prenante du génocide puisque l'entité sioniste est soutenue par le Council of the European Union, sans oublier l'accord d'association. Les gens meurent à Gaza, surtout des enfants. Pour juste avoir une illustration imagée, le cardinal Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne, a lu les noms de chaque enfant tué par l'entité sioniste à Gaza. Il lui a fallu 7 heures. Si rien n'est fait, Gaza est promise à une mort certaine. On en parle, à tout de suite. On l'a dit, la famine à Gaza est désormais reconnue par l'ONU. Plusieurs alertes ont été diffusées depuis des mois pour évoquer le risque de cette insécurité alimentaire. Sauf que celle-ci n'est pas accidentelle car décidée et mise en œuvre systématiquement par les représentants sionistes, la politique étant le nettoyage ethnique. Pour en parler de cette thématique et bien d'autres, j'accueille l'auteur Jacob Cohen. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Merci d'être des nôtres, écrivain, alors écrivain d'une quinzaine d'ouvrages. On connaissait le printemps des Sayanim, où Dieu ne passe pas à Bethléem, on va en parler. Mais bien entendu, tout d'abord un mot d'actualité, on le disait, la famine est officiellement reconnue à Gaza, sauf que ce crime étant annoncé par les porte-voix de l'entité sioniste. Un commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à quelque chose qui est en œuvre depuis des mois. Et malheureusement, c'est ça la dynamique ou la nature des relations internationales, c'est que le crime se déroule sous nos yeux, et aujourd'hui plus que jamais, et on en parle, et il y a cette non-assistance à peuple en danger, manifeste, ouverte, bon, qu'on essaye de recouvrir avec des mots, mais finalement, elle est là et il n'y a que l'opinion publique mondiale qui se manifeste. C'est vrai que parfois, de manière assez surprenante et globale, à travers le monde, mais qui ne semble pas faire bouger d'un iota la politique sioniste, parce que le régime sioniste sait que presque personne ne viendra lui mettre des bâtons dans les roues, au moins jusqu'à présent. Voilà. Alors, bien entendu, il s'agit du génocide à Gaza. Pourtant, les Netanyahou, les Smotrich, les Ben Gvir disent appliquer simplement la feuille de route du Talmud ou de la Torah. Comment vous réagissez, vous, l'observateur antisioniste? Bon, disons que ça montre, voilà par exemple un discours qu'on n'aurait jamais entendu il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Parce que d'abord les sionistes avaient une certaine retenue. Vous savez, il y a 10 ans, je qualifiais Netanyahou de modéré parce que je disais attendez de voir ce qui va arriver par la suite, après lui. Et on le voit aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la politique de Netanyahou. Netanyahou, il est tenu par son extrême droite. Et parce qu'il a envie de gouverner, qu'il n'a pas envie de se retrouver devant un tribunal, etc., il est obligé d'appliquer cette politique-là. Mais ça n'a jamais été, il a gouverné il a été Premier ministre pendant 15 ans, et il ne s'est jamais livré à de telles extrémités. Voilà. Et donc, l'apport religieux messianiste, c'est une nouvelle dimension
au sionisme, à la politique sioniste. Jusqu'à présent, le sionisme se tenait assez loin de cette vision biblique et messianique. D'autant parce que d'abord le sionisme était une idéologie athée et même anti-religieuse. Mais c'est là où on voit le renversement de la population israélienne qui devient de plus en plus religieuse, extrémiste, nationaliste, fascisante, etc. Et donc, comment dire, la référence à la Bible vient montrer à quel point ce régime s'est dégradé dans l'obscurantisme religieux et le fanatisme religieux. C'est vrai qu'il y avait il y a des versets, enfin, on les connaît, on les cite souvent, de ses ennemis héréditaires qu'il faut détruire jusqu'au dernier, etc. Mais jusqu'à présent, ça restait, comment dire, des textes bibliques sans aucune application concrète. Parce qu'il n'y avait pas de. Et pendant 80 ans, Israël n'a jamais fait appel à ce genre de référence. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit que ce fanatisme, quand il se base sur des textes bibliques, va devenir de plus en plus virulent, extrémiste et insensible ou imperméable à toute influence extérieure. D'ailleurs, quand on voit les ministres extrémistes, on voit bien qu'ils s'en fichent royalement de la position du monde. Alors on entend souvent dans les médias occidentaux qu'il faudrait faire partir Netanyahou pour stopper la tragédie palestinienne, en tout cas la tragédie du Oui. moment. Mais quand on voit l'histoire et les nombreux massacres concernant la colonisation en Palestine, Netanyahou n'étant pas le mal, mais plutôt une sorte de continuum, voire une forme d'incarnation présente. C'est pour ça qu'il est soutenu encore au sein de l'entité sioniste, selon vous. En fait, vous savez, il y a une espèce d'acharnement sur Netanyahou. Enfin, par exemple, on entend beaucoup comme Eli Barnavi, par exemple, un ancien ambassadeur. J'ai posté un truc sur lui il y a quelques instants. Ou L'ancien bien ambassadeur de France, l'ancien voilà, ancien ambassadeur sioniste en France, oui. Paris, un ancien Premier ministre Ehud Olmert, Ehud Barak, etc. En fait, les sionistes ont la trouille, les sionistes historiques, de gauche, humanistes, enfin qui se croyaient humanistes, etc., voulaient un État juif, mais disons avec une certaine décence, et donc une certaine retenue, où il appliquait la colonisation et l'occupation graduellement, sans choquer le monde, etc. Et puis Netanyahou est arrivé avec ses gros sabots, avec l'extrême droite, et là, les sionistes sentent le danger, parce que pour eux, c'est toute l'idéologie sioniste qui va s'écrouler devant le monde entier, en fait, et même devant son peuple. Parce qu'il y a une partie des Israéliens qui ne supportent pas cette évolution et qui s'en vont, qui quittent carrément le pays, qui le disent. J'ai posté quelques témoignages vraiment importants, et ce sont des milliers qui le font. Ce n'est pas des individus seulement. Et donc, c'est le sionisme tout entier qui risque de s'écrouler. C'est-à-dire que, en fait, si la classe moyenne supérieure technologique, les ingénieurs, les économistes, les universitaires, les chercheurs s'en vont, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux s'en vont, c'est l'écroulement du sionisme et on va livrer le pays à des fous dangereux. Et c'est ça, en fait, c'est ce qui explique comment dire, l'angoisse de ces sionistes historiques. C'est pas, ils n'ont jamais été pour un État palestinien. Eux, aujourd'hui, ils payent aussi cette réticence à trouver une solution juste. Parce qu'on les a avertis. Vous savez, il y avait un grand philosophe religieux, Yeshayahu Leibovitch, qui déjà en 1990 a averti les Israéliens en leur appliquant le double nom de nazis sionistes, en leur disant si vous continuez l'occupation et la colonisation, voilà ce qui va vous arriver. Donc on était conscients, mais malheureusement, ces sionistes progressistes n'ont jamais su tirer les leçons et trouver une solution pendant qu'il en est encore temps. Malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il est trop tard. Voilà. Alors je dois, Jacob Cohen, vous poser une Oui. question
personnel. Vous avez été autrefois professeur de droit il y a quelques années. Vous avez été sioniste, on peut le dire, je crois. Vous le dites de toute façon hein, dans vos témoignages. Vous l'avez dit, beaucoup de juifs ont rejeté le sionisme, beaucoup de juifs connus comme Adam Shamir, Simone Veil, Veil avec un W. Hein. Il y a même, bon, c'est un anachronisme, mais Baruch Spinoza d'une certaine manière. Alors je vous pose une question directement. Comment on s'en sort du sionisme, tout simplement? Eh bien, comment dire, en étant honnête avec soi-même. C'est-à-dire, vous savez, il y a beaucoup de juifs, enfin dans mon entourage d'ailleurs, le drame de ces juifs, c'est qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Ils ne veulent pas la voir. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où ils s'enferment dans cette fausse idéologie d'une renaissance du peuple juif, etc. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sionisme a été rejeté par l'écrasante majorité des juifs de la diaspora, religieux comme laïcs, jusqu'en 1948. Donc, en fait, les sionistes ont réussi à récupérer les institutions juives de la diaspora, et une fois qu'un juif se reconnaît dans cette soi-disant renaissance, etc., il ne veut pas voir les crimes qui sont commis. Et ça, je pense que c'est ça ce qui est terrible, c'est cet aveuglement. Et donc, tant qu'ils ne font pas cet examen de conscience en toute franchise, en toute liberté, en toute, comment dire, relativité. Vous savez, par exemple, ils ont traversé la Shoah, ils ont traversé des choses comme ce qu'on voit aujourd'hui, la famine, les assassinats de masse, etc. Mais ils sont coincés dans leur appui et malheureusement, moi, je ne sais pas comment on peut faire. Moi, j'ai compris pourquoi. Parce que, en fait, quand je suis sorti quand j'ai quitté le mouvement sioniste à 20 ans, j'ai commencé à analyser qu'est-ce que je faisais là-bas, comment on m'a manipulé, comment j'ai marché là-dedans. Bon, peut-être c'est mon caractère de l'avoir fait, ou peut-être il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai commencé à faire ces analyses-là. Mais voilà, peut-être que tout le monde ne peut pas le faire, et malheureusement, mais quand même, il y a ce qui se passe aujourd'hui à Gaza a fait prendre pas mal conscience à pas mal de juifs, notamment aux États-Unis. Moi, je vois des témoignages, et même aux juifs dans le monde. Il y a quand même des témoignages qui deviennent de plus en plus exigeants, de plus en plus vraiment, comment dire, avec une conscience aiguë de l'humanisme, de l'humanité. Et même Israël, le régime sioniste, sent qu'il est en train de perdre de ce côté-là. C'est-à-dire, il ne va plus pouvoir manipuler la diaspora comme il voulait, et de faire venir les gens dans une aventure sioniste, le nouvel État, etc. Ils ont beaucoup de mal. Moi, je le sais, je le sens. Et donc, le changement est en train de se faire progressivement. Peut-être qu'il ne se voit pas, mais moi, je commence à le voir. Et je pense, enfin, je le vois d'ailleurs dans les newsletters que je lis de là-bas. Et il y a une crainte énorme qui se développe chez les Israéliens, ou en tout cas chez les leaders, de cette séparation d'une partie de la diaspora vis-à-vis d'Israël. Alors il y a des juifs au cours de l'histoire, des juifs à ne pas confondre avec les sionistes, il y a des juifs qui ont pensé contre eux-mêmes et qui ont dénoncé certaines dérives du sionisme ou du Talmud, par exemple Baruch Spinoza, le juif maran qui a vécu à Amsterdam au XVIIe siècle. Il a composé un ouvrage, plusieurs, mais surtout un qui fera date. Il s'agit du traité théologico-politique, qui est un des ouvrages les plus violents en termes d'accusations sur l'usurpation du pouvoir pour les intérêts déviants de certains, on va dire les choses comme ça. On a attenté à la vie de Spinoza, la communauté juive l'a considéré, la communauté juive d'Amsterdam l'a considéré comme mort, on a prononcé même le herem, c'est-à-dire la prière mortuaire. Plus
plus personne ne devait prononcer son nom. On a essayé de le poignarder. Toute sa vie, il aura gardé le manteau avec la trace de la dague. C'est pour dire, pourquoi je donne cet exemple, c'est pour dire que beaucoup de juifs tentent de dénoncer ou ont tenté de dénoncer le sionisme ou certaines dérives et ont risqué parfois la mort, voire ont été tués. Ça existe aussi, ce type d'exemple. Ben, je vais vous donner un exemple très connu pour ceux qui s'intéressent à la question. En 1924, il y avait un grand notable. Vous allez sur Google, vous tapez Jacob de Hahn. Jacob avec J, Jacob avec K de Hahn. C'était comment dire, quelqu'un dont la famille était installée à Jérusalem depuis plusieurs générations, donc un notable, qui était habillé à la palestinienne. Et donc en 1924, il avait décidé de monter une délégation qui allait se rendre à Londres pour dire aux Anglais, écoutez, nous vivons très bien avec les Palestiniens, avec les Arabes, il n'y a pas de problème, il faut mettre un terme à ce projet sioniste parce qu'il va créer la division et la guerre et la violence. Et donc, ce monsieur qui se préparait à partir, c'est un notable qui avait la cinquantaine, très beau, avec une très belle allure, quand on voit ses photos, eh ben, il a été assassiné par les sionistes. Et à la télévision israélienne en 1961, un de ces assassins a dit « je suis fier d'avoir été parmi le commando qui a assassiné ce notable ». C'est dire que, en fait, le sionisme est une idéologie qui se retourne même contre les juifs parce que la fin justifie les moyens. Et donc, les juifs n'avaient ils ont négocié avec les nazis quand même, les sionistes, pendant les années 30. L'accord d'Avara. Voilà. Donc rien ne les arrête. Vous savez, s'ils s'intéressaient au bonheur des communautés juives de la diaspora, est-ce qu'ils auraient fait tout pour détruire la coexistence qui réunissait juifs et arabes dans les 20 pays arabes, avec peut-être de temps en temps des petits conflits, mais c'est rien du tout. Mais ces 20 pays où des communautés étaient florissantes. Enfin, moi, je me souviens au Maroc, les juifs étaient des artisans, étaient des musiciens. Comment dire, ceux qui ont lancé la musique marocaine étaient des juifs dans les années 50, etc. Et en Algérie, Salim Alali, etc. Donc, il y avait des bijoutiers, il y avait une coexistence, il y avait des philosophes, il y avait des poètes, etc. Et le sionisme ne pouvait pas supporter ça. Et moi, je crois que c'est un des éléments qui m'a vraiment fait prendre conscience de leur cruauté, de leur cynisme, de leur machiavélisme, c'est qu'ils voulaient absolument détruire même cette coexistence. Ils ne supportaient pas. Et donc, ils ont tout fait, même par des attentats, pour disqualifier cette coexistence, pour que ça n'existe plus. Et en plus, non seulement ça, c'est que quand ils ont pris les juifs marocains ou yéménites, ils les ont traités avec un racisme répugnant. C'est ça le sionisme. Et malheureusement, et moi, intuitivement, je pense, j'ai découvert ces choses-là quand j'avais 20 ans à peu près, enfin la vingtaine, mais c'était intuitivement. Je pense, j'ai mis pas mal de temps après à étudier sérieusement la question, mais je sentais intuitivement la nature de ce sionisme, c'est-à-dire qui est implacable non seulement vis-à-vis des Arabes, non seulement vis-à-vis des voisins, non seulement vis-à-vis des Occidentaux, mais même vis-à-vis de ses propres, entre guillemets, frères juifs. Et vous êtes je disais, un juif franco-marocain. Et que vaut la mainmise du sionisme au Maroc? Quelle est sa puissance? Quelle est sa dimension? On connaît par exemple la figure d'André Azoulay, qui a occupé longtemps les fonctions du conseiller du roi, qui a travaillé notamment sur plusieurs dossiers économiques et politiques du Marzen. Il a même été banquier de son État. Est-ce que le sionisme pèse vraiment au sein du Marzen, ou est-ce que c'est un fantasme qui a été diffusé ou décrit ici et là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Il a pénétré l'establishment marocain depuis les années 60. D'abord, dans les années 50, le Mossad était là et l'agent juive était là, mais
disons, dans une demi-clandestinité. Voilà. Ça veut dire que la police marocaine, après l'indépendance, elle ne cherchait pas tellement à les pourchasser. Écoutez, moi, je me réunissais, il y avait 4 mouvements de jeunesse sionistes à Meknès, quand même, c'est une petite ville, enfin, une ville moyenne, 4 mouvements sionistes, clandestins, entre guillemets, on n'a jamais eu de problème. Donc, je pense que quand même, on fermait les yeux. Mais en 1961, Hassan II, nouvellement installé sur le trône, a libéré toute entrave au départ des Juifs vers Israël. Quand je dis toute entrave, c'est-à-dire que les Juifs partaient sans carte d'identité et sans passeport. Juste une feuille comme ça, tamponnée par l'agent juif ou le Mossad, disant que telle famille a 10 membres, 12 membres, etc., et qu'elle peut partir. Donc il y avait 100 000 Juifs qui sont partis en l'espace de 2 ans. Et ça, c'est Hassan II qui l'a fait, et c'est à ce moment-là qu'il a accueilli le Mossad et en travaillant avec lui, probablement pour l'assassinat de Ben Barka, pour la formation de services de sécurité, pour la formation des officiers. Quand il a récupéré le Sahara occidental ou l'a réoccupé, il y avait, on le savait, moi j'étais à Casablanca à l'époque, on parlait d'officiers de l'armée israélienne qui conseillaient déjà l'armée marocaine. Donc, si vous voulez, et en même temps, il y avait une pénétration, comment dire, naturelle ou culturelle. Et c'est grâce à André Azoulay. C'est-à-dire que, alors que les pays arabes, même s'ils collaboraient discrètement, etc., mais en tout cas, ils maintenaient une espèce, de distance. C'est-à-dire, voilà. Alors qu'au Maroc, on recevait, enfin, Hassan II a reçu quand même en 86 Yitzhak Rabin et Shimon Peres en pleine intifada, alors que l'armée israélienne brisait les membres des jeunes palestiniens, et officiellement, ouvertement. Donc, le Mossad et les services israéliens n'ont jamais cessé de faire leur œuvre au Maroc. Voilà. Et à partir, quand André Azoulay est venu au Maroc dans les années 80, il a commencé, moi quand j'avais fait une petite vidéo sur André Azoulay, je disais que c'était un super saïan. Sa mission était de permettre la légitimation du sionisme en Israël, c'est-à-dire de rendre la présence israélienne acceptable dans certains milieux marocains. C'est-à-dire, il faisait venir des orchestres, des rabbins, des hommes politiques israéliens, de gauche, etc. Donc, il a préparé le terrain à cette osmose maroco-israélienne. C'est-à-dire, l'israélienne, vous savez, l'Égypte a signé un traité de paix avec Israël. Mais les Égyptiens ne veulent rien savoir des Israéliens. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez, il y a quelques années, un avocat égyptien est parti en touriste en Israël. Il a été radié du barreau égyptien. C'est dire la haine qu'ils ont de ce pays. Alors qu'au Maroc, il y a eu cette espèce, voilà, ça devenait presque naturel de voir des orchestres mixtes, une présence israélienne, etc. Et donc, ça a préparé le terrain à cette normalisation. Et quand il y a eu la normalisation, eh ben, tout ça a explosé. Il y a eu beaucoup de Marocains qui fêtaient j'allais dire ces retrouvailles. Mais en fait, André Azoulay a fait un boulot extraordinaire, enfin, pour ses patrons, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, dans l'establishment, je ne parle pas du peuple marocain, mais tout l'establishment, il y a une acceptation du sionisme, une acceptation d'Israël et même des voyages là-bas, etc. Et je pense que c'est le seul pays arabe qui a permis cette pénétration presque joyeuse. Vraiment, c'est assez étonnant parce que j'essaye de conscientiser mes compatriotes marocains en leur disant mais apprenez ce qu'est le sionisme, c'est tout ce que je vous demande. Juste ce qu'ils sont, comment ils considèrent les Arabes, etc. Mais malheureusement, les Marocains baignent dans une espèce, enfin l'élite, l'establishment, baignent dans une espèce de fantasme pacifique, harmonieux, comme si ils veulent recréer
Mais je pense que c'est illusoire, mais je pense qu'ils veulent recréer une espèce de coexistence ou de symbiose judéo-musulmane qui a existé avant l'indépendance où il y avait 300 000 juifs, alors qu'aujourd'hui il n'y en a même pas 2500. Et donc, ils espèrent recréer ces quartiers juifs et tout, mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion qu'on Merci. leur vend parce que c'est du passé qui ne reviendra jamais. Merci Jacob Cohen, ça sera le mot de la fin. Alors je vous remercie pour tous ces éléments, merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à bientôt. J'espère Jacob Cohen, auteur d'une quinzaine d'ouvrages que je conseille vivement à nos téléspectateurs pour découvrir les dessous et peut-être aussi les coulisses du sionisme. Je vous dis à bientôt Jacob Cohen et encore merci. Bonsoir à tous. L'information continue sur Al24 News et quant à nous on se retrouvera demain même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.